Bonsoir Manu. Bonsoir Ève. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci. Merci d'être là ce soir aussi parce qu'on est un petit peu plus tard que l'heure habituelle pour toi au studio. Mais il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure quand on aime ce qu'on fait, donc avec plaisir. En tout cas, merci de me convier à ce moment. Donc tu fais partie des gens un peu discrets que l'on voit rarement dans la lumière. En tous les cas, on te voit souvent, mais un petit peu en décalé. Et du coup, moi, je voulais t'interviewer ce soir parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de donner la parole aux gens qui agissent dans l'ombre pour mettre les autres dans la lumière. Et je crois que c'est un peu ta fonction ici. Et donc, moi, je voulais savoir en une première question, coiffeur, est-ce que c'est un métier que tu as choisi? Alors, c'est une excellente question, Ève. Et effectivement, ce métier, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis né et je ne me suis jamais posé la question, dès mon plus jeune âge, à 5-6 ans, de savoir ce que j'allais faire dans la vie. Souvent, les gens, quand on est enfant, nous demandent qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu voudrais faire pompier? Voilà. Est-ce que tu vas... Non. Non, moi j'ai toujours dit, je voulais faire coiffeur. Toujours. Toujours. C'est incroyable. Je me suis jamais posé cette question de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, parce que pour moi c'était naturel et spontané de faire de la coiffure. Alors moi, je vais forcément te demander, les petites filles ont des Barbies. Qu'est-ce qui peut donner l'envie à un gars de devenir coiffeur? Comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, j'adorais aller chez le coiffeur. Et je passais énormément de temps à regarder les gestes, à regarder le coiffeur travailler, à regarder l'ensemble de choses qu'il y avait dans le centre de coiffure, que ça soit des miroirs, des places de coiffage, les gens qui attendent, qui lisent des bouquins. Là, tu parlerais d'atmosphère? D'atmosphère. D'atmosphère, voilà. Ou de souci du détail? Peut-être plus au départ d'atmosphère, parce que quand on est enfant, on a plutôt tendance à regarder tout ce qui se passe autour de soi pour pouvoir décrypter les choses. Et en fait, j'adorais cette atmosphère. Et j'adorais me faire couper les cheveux. Et en fait, le coiffeur m'avait posé la question, un coiffeur de village, là où j'étais, il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Je lui dis « Je vais faire comme vous, je veux faire coiffeur. » Génial. T'as quel âge là à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 6-7 ans. Ah ouais, c'est très très jeune. Très jeune. Ok. Jeune. Donc c'est tes parents qui t'emmènent chez le coiffeur? En fait, c'est mes parents qui m'emmenaient quand j'étais enfant chez le coiffeur. Ouais. Et puis des fois... Sans se douter 2 secondes. C'est ça, sans se douter 2 secondes de quoi que ce soit. Et puis comme c'est un coiffeur après qu'on connaissait bien, mes parents des fois ont profité parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce salon et ont profité pour me laisser au salon et aller faire des courses et revenir me chercher après, quoi. Donc moi j'étais bien. Alors on prévient les parents, attention quand on nous laisse les enfants. Ça peut donner... Oui, c'est ça, j'ai oublié de préciser. Quelle est ta fonction aujourd'hui? Parce que dans le milieu de la coiffure, c'est en fait l'émission Les cheveux dans les yeux, c'est pour mettre en lumière notre beau métier. Mais avant tout, les acteurs, ceux qui participent à mettre dans la lumière ce métier-là. Et comme tu en fais partie, je voulais que tu nous donnes la description dès le départ de l'intitulé du poste que tu as aujourd'hui. On sache à qui on s'adresse là ce soir. Alors mon poste, en fait, c'est responsable opérationnel de l'éducation. Donc pour Vela et donc dans la société Coty Professional Beauty. Ok, et alors techniquement, est-ce qu'on peut savoir comment s'oriente, à quoi sert ton métier? Alors oui, tout à fait. Alors mon métier en fait c'est très simple, c'est de coordonner toutes les actions de mise en place d'une stratégie. C'est-à-dire que quand on sort un produit, on réfléchit toujours comment on va le lancer sur le plan commercial. Donc sur le marché. Voilà, sur le marché, quand on lance un produit sur le marché, donc à travers les différents services de la compagnie, il y a le service marketing qui va réfléchir sur comment on lance le produit d'un point de vue marketing. Le service commercial, voir comment on va actionner les différentes combinaisons commerciales. Et puis il y a le service éducation, de réfléchir sur quelle va être la stratégie de l'éducation pour former les coiffeurs au produit. Pour former les coiffeurs à vendre le produit ensuite. À le travailler. À le travailler. À le proposer et à développer des services en salon. Okay. Donc moi, si tu veux, mon rôle dans l'éducation, c'est plutôt de coordonner
toute la mise en place des stages, des événements artistiques régionaux. Oui, parce qu'il faut que je précise que je te vois souvent sur les événements artistiques. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans l'ombre. En fait, pas du tout. Tu n'es pas du tout dans l'ombre et on peut te rencontrer souvent. Mais tu es souvent dans l'ombre parce que tu mets en lumière les coiffeurs, on peut dire ambassadeurs ou, Oui, et puis aussi les équipes, parce que ce soit un événement régional, que ce soit sur un ATA ou un BNS. Alors, moi, mon rôle, ATA, BNS, attention, là je pense qu'il en a perdu 2-3. Tu peux nous expliquer? Alors, un atelier, un ATA, c'est un atelier technico-artistique. L'objectif, en fait, c'est un gros training. J'ai bien fait de t'arrêter là parce que... Tout à fait, parce qu'on a beaucoup d'acronymes, donc on utilise pas mal de mots comme ça dans la compagnie. Donc un ATA, en fait, c'est très simple, c'est un atelier technico-artistique. L'objectif, c'est de présenter des nouveaux produits, des nouvelles tendances aux coiffeurs sous forme d'un gros training pendant 1h30 et de partager un moment convivial avec nos clients et nos amis coiffeurs. Et un Beauty Night Show, c'est plus un événement show où on va avoir un coiffeur partenaire sur scène, où bien sûr la mise en avant des tendances, des nouvelles technologies, de nouveaux produits vont être là, mais il y aura un concept beaucoup plus artistique dans un Beauty Night Show. Et en fait, moi, mon rôle, effectivement, c'est de créer ces événements-là. Alors, de les créer, de réfléchir sur le programme, comment ça va se passer, à quelle heure on commence. C'est-à-dire que tu as une page blanche. Alors, et oui, tu décides avec qui tu vas travailler par rapport au produit qui est à utiliser. Oui, alors de façon plus globale, c'est-à-dire que l'ATA c'est une thématique, le BNS en est une autre, et en fonction de ces deux thématiques, on crée un programme avec des horaires, des actions, etc. Moi, mon rôle, c'est de faire ça au départ. Après, donc, c'est d'inculquer toutes ces informations aux équipes, et après, c'est de m'assurer que les équipes tous les outils, les moyens pour pouvoir faire ces événements-là. Et je suis souvent aussi en support, par exemple, des Beauty Night Show. Tu parles de l'ombre, effectivement, je suis souvent avec les techniciens, concernant la lumière, concernant la musique, parce que... T'es jamais loin, en tous les cas, voilà, quand il y a un événement, un show de coiffure. Un show, voilà, c'est tout un ensemble de choses, et mon rôle, c'est de la coordination. C'est la coordination de ces événements-là. Ok. Et comme aujourd'hui, dans une autre fonction, c'est la coordination effectivement des événements artistiques avec le TABNS, mais mon rôle aussi, c'est de coordonner toutes les actions de management, planification, mise en place de tous les stages à travers la France. Donc, je manage directement des équipes. Alors, j'ai un management direct auprès de certains managers, parce que dans certaines régions de France, j'ai des managers éducation qui, eux, sont responsables d'un studio ou d'une région. Oui, parce que c'est vrai que c'est la France. Tout à fait, c'est la France. Moi, mon job, il est France. Et donc, ces gens-là gèrent ou des structures ou des régions et gèrent aussi des formateurs. Donc, moi, je suis le manager direct de ces managers-là. Mais dans certaines régions de France, je gère en direct les formateurs. Alors ici, il nous faudrait un dessin avec des bulles. Oui. Et ensuite, en cascade, on va pas le faire tout de suite. Mais en tous les cas, c'est ultra intéressant de savoir que du métier de coiffeur en salon, on peut arriver finalement au métier que tu pratiques aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive là, le cheminement. Qu'est-ce qui se passe du moment où tu as 6 ans dans ce salon de coiffure où tu aimes l'ambiance à aujourd'hui où tu crées l'ambiance. C'est pas que tu crées, mais tu contribues à créer l'ambiance finalement. Tout est une question d'ambiance. Tout à fait. Alors effectivement, un parcours qui est riche, parce que quand tu parles d'un enfant qui a 6 ans, qui veut faire de la coiffure et qui ne s'est jamais posé la question pourquoi il va être coiffeur, et il ne sait pas l'expliquer. En plus. Voilà. Et d'aujourd'hui d'arriver à mon poste qui est aujourd'hui un poste certes, mais ma carrière n'est pas fini. Je souhaite faire bien sûr d'autres choses derrière, mais on verra ça. Tu veux rajouter une bulle sur le dessin? Rajouter une bulle, pourquoi pas. En tout cas, effectivement, entre ces périodes-là, la période où on a un métier que l'on veut faire, et maintenant, le job lequel je fais, il s'est passé du temps. Et le temps, en fait, c'était la vie déjà dans le salon de coiffure. Parce qu'effectivement, comme je te disais, quand j'allais me faire couper les cheveux, je me faisais couper les cheveux, je regardais ce qui se passait dans le salon. Mais un jour, le coiffeur m'a dit pourquoi tu restes pas un petit peu avec moi? Si tu veux, tu peux passer le balai, ranger un peu les affaires. Et en fait, un après-midi comme ça. Et en fait, moi, j'avais adoré parce que
m'avait demandé de travailler avec lui. Alors même si c'était de passer le balai, de ranger des accessoires dans le salon. C'est déjà une grosse responsabilité. Hein. Ouais, mais j'adorais ça et du coup, voilà, ça a fait que renforcer en fait le fait que je voulais faire ce métier-là. Et puis arrivé dans mon cursus scolaire qui n'a pas été non plus évident, dans le sens où quand j'étais en 3e, j'avais 14 de moyenne générale. Ce qui est pas mal, oui. Ce qui est même bien. Ce qui est même bien, mais ce qui est aussi perturbant aujourd'hui, parce que quand tu as ce type de profil-là et que tu dis à tes conseils d'orientation ou autres que tu veux faire coiffure, alors là, on va... C'est la bagarre. Oui, c'est alors, un peu la bagarre. Ça a été un moment important pour moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je voulais faire ce métier-là et les profs ne voulaient pas parce qu'ils voulaient que je continue mes études. Ça, c'est incroyable. Moi, je tiens à le dire. Il faut quand même lutter et persévérer. Oui, lutter et persévérer. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit à mes parents que je voulais faire ce métier-là et pas d'autres. Lutter et persévérer quand on a une bonne moyenne en 3e. Hein. Oui. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de persévérer. Mais c'est là que la moyenne en 3e, on verra après, elle est juste aussi importante quand on veut faire un métier, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'en fait, faire de la coiffure, ça demande beaucoup de choses. Ça demande bien sûr déjà de la passion, ça demande de la curiosité, ça demande de l'investissement, mais ça demande aussi de la connaissance et de la culture. C'est très technique notre métier. Hein. C'est pour ça que je donne la parole. C'est que avant d'être là où tu es, avant de coordonner, avant de mettre dans la lumière, avant d'organiser, il faut connaître toutes les étapes, sûrement. Tout à fait. Et effectivement, ce moment-là, quand on est en 3e et qu'on veut faire par exemple un métier, il est capital d'avoir une bonne culture générale pour pouvoir bien s'éclater et bien persévérer et progresser dans le métier qu'on a choisi, quel qu'il soit, là, en l'occurrence c'est bien la coiffure. J'ai eu la chance d'avoir des parents entre guillemets intelligents qui se sont jamais mis entre mon métier, qui était ma passion, et un choix qu'ils auraient pu faire, de me dire bah non, tu vas faire la coiffure, tu vas d'abord passer. Ça c'est assez énorme, c'est-à-dire que les parents étaient OK et l'éducation nationale moins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et même pour aller plus loin par rapport à ce que tu dis, je l'ai su quelques temps plus tard, mes parents avaient été convoqués par la direction de l'école, avec comme ça ne m'étonne tellement directeur de l'école, le conseil d'orientation et les professeurs. On va calmer Manu là. Et du coup, pour dire, mes parents, votre fils, il ne faut pas qu'il aille dans la coiffure. C'est énorme. C'est énorme, mais mes parents ont eu une réflexion de dire écoutez, c'est son choix, c'est sa vie, c'est lui qui va vivre ce qu'il a à vivre, donc s'il veut faire coiffeur, il fera coiffeur. C'est génial. Ça me donne des frissons en fait, parce que c'est tellement rare les parents qui vont dans le sens de. C'est quand même un métier de l'artisanat, donc ça n'a pas super bonne presse. Donc effectivement, ils auraient pu se tourner vers la vie du corps professoral, et non. Ils t'ont entendu, ils t'ont écouté. Et à partir de là, du coup, comment ça se passe? On enchaîne sur ça allait très vite, CAP. J'ai enchaîné sur un CAP. Alors effectivement, au début, je voulais faire un apprentissage, mais je voulais pas faire un apprentissage dans n'importe quel salon. Dans la région où j'étais. Tu étais dans quelle région? J'étais dans la Drôme, plus précisément du côté de Tain-l'Hermitage, au nord de Valence. D'accord. Et en fait, je n'avais pas forcément trouvé. Alors j'étais allé aussi sur Valence, mais je n'avais pas forcément trouvé contrat d'apprentissage. Et puis, mes parents m'ont payé 1 an d'école de coiffure privée. Alors là, moi, je mets les 2 pouces aux parents. Est-ce qu'on peut les rencontrer, les parents? Ils ne sont pas là, mais je pourrais te les présenter un jour. Ouais, c'est génial, quoi. Je pourrais te les présenter un jour. On payait 1 an d'école de coiffure privée à Valence. Et donc, pendant cette année-là, j'ai préparé mon examen, parce que j'ai voulu quand même passer mon CAP en 1 an. Je savais que c'était un peu techniquement un petit peu juste et un petit peu rapide. Je l'ai passé, toute la partie théorie, c'était acquis. La partie pratique a été échouée de peu, mais ce qui était très bien, parce que derrière, je voulais quand même faire un apprentissage. Et là, l'année d'après, je suis rentré donc en apprentissage et j'ai travaillé dans un salon où le père de ma patronne était jury des meilleurs ouvriers de France à l'époque en coiffure masculine. Et certes, dans ce salon-là,
peu de jeunes voulaient y aller, de mon âge. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était un salon où il y avait une autorité qui était très forte. D'accord. Une notoriété. Meilleur ouvrier de France. Il y avait une notoriété qui était très forte. Et effectivement, pas évident. Pas évident parce que il y a une culture, il y a tout un tas de concepts. Puis c'est très hiérarchisé, je suppose que tu commences par passer le balai, ensuite tu plies les serviettes, ensuite... Oui, ça a été beaucoup comme ça. Mais en fait, ma patronne me disait, écoute, le métier, ça s'apprend en regardant. Donc je passais des heures, à regarder, jours, des semaines, à regarder. Et à un moment donné, quand j'allais au CFA à l'école, parce qu'entre la vie du salon et l'apprentissage, il y a le CFA, hein, ouais. et tous les copains, les copines me disaient, ah ben moi j'ai fait ci, j'ai fait telle coupe, j'ai fait tel truc, etc. J'ai fait tel. Et toi tu faisais rien? Et elle me dit, toi tu fais quoi? Je dis, ben moi je regarde. Je regarde et je m'entraîne à bouger mon ciseau. C'est-à-dire que ma patronne me demandait de regarder tout ce qui se faisait pour me donner après un sentiment d'analyse. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris dans la gestuelle, etc. Il faut quand même être super patient. Moi j'ai été super patient. Ah ouais, parce que là, wow. Effectivement. Et puis je passais des jours, des heures à m'entraîner dans le vide. Je prenais mon ciseau pour apprendre à faire un dégradé, donc peigne-ciseau, donc un peigne, un ciseau. Et je faisais le geste donc comme un avion qui décolle pour apprendre à avoir la maîtrise de ce geste-là. Ça, il faut bien souligner que notre métier, c'est des heures et des heures, un peu comme une danseuse qui ferait des pointes. Ça paraît simple, mais tenir des ciseaux d'une façon correcte pour arriver à faire des jolies choses après, c'est des heures et des heures et des heures. Tout à fait. Et c'est vrai que je me suis mis plus tard sur les consommatrices, mais quand je m'y suis mis vraiment. Et en fait, par rapport à des jeunes de mon âge à l'époque qui étaient à l'école avec moi, quelques mois après, j'avais déjà... comme on dit, un train d'avance par rapport à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils paraissaient avancés au départ. Oui. C'est-à-dire quand Oui. tu allais en cours, ils avaient fait plein de choses. Toi, Oui. tu étais observateur. Exact. De toute façon, depuis l'âge de 6 ans, tu étais observateur. Oui. J'aime observer de toute voilà. façon. Mais la finalité, c'est que rapidement, tu as pris de l'avance. Oui. Parce que d'observer et de pratiquer ensuite, c'est intégrer les mécanismes sûrement. Et puis, bon, tu pratiquais tous les soirs, tu t'entraînais. Je m'entraînais effectivement, et puis lors de la première année, quand j'étais en école de coiffure, je me suis aussi entraîné. Et donc, tu dis qu'il était meilleur ouvrier de France? Son papa, oui, à l'époque. D'accord. Donc c'était dans les années 95 pour être précis. Ok. Et toi, tu as quel âge à ce moment-là? On va tout connaître là, ton âge, tout, fais gaffe. 95, j'ai 20 ans. Ok. Et du coup, à 20 ans, tu as ton CAP. Oui. Et... Alors, 95, ouais, j'ai passé mon CAP, 97 mon brevet professionnel et 98 mon brevet de maîtrise. Ah, nous sommes 2 maîtres artisans ici. Représente, parce que c'est rare. Oui. Le brevet de maîtrise est un diplôme peu connu. Et du coup, est-ce que tu as fait quoi, toi? Des concours, comment ça se passe? Comment on effectivement, comment... dans ce salon-là, donc j'apprenais, hein, je travaillais après sur les consommatrices, mais ma patronne était responsable de transmission de lignes printemps-été, automne-hiver, parce qu'elle faisait partie à l'époque du CACF, qui est un groupement de coiffure. D'accord. Un peu comme la haute coiffure? Oui, c'est ça. Sauf que ça s'appelait le CACF. Et donc, elle était responsable de la Drôme et de l'Ardèche. Donc, elle était en fait directrice artistique régionale pour venir chercher la collection à Paris et la retransmettre en région. Okay. Et donc, moi, je la suivais partout. Elle t'a amené? Elle m'a emmené. C'est souvent une histoire des coiffeurs qu'on emmène. Oui, alors qu'on emmène parce que je voulais y aller. Oui. C'est moi qui me suis aussi un peu... Ça paraît évident qu'on n'emmène pas un boulet. Hein. Excuse-moi. Oui, peut-être, mais effectivement, voilà. Après, c'était une période aussi qui était un peu différente dans la vie, parce que c'était pas évident non plus quand tu as un maître d'apprentissage qui a un certain charisme, qui est très professionnel, et que tu as un jeune à côté de toi qui a envie, qui est volontaire, qui est passionné, qui apprend, et qui fait les choses, et à un moment donné, tu as un peu un conflit
parce que tu sens que c'est un peu ce qui s'est passé. L'élève qui tente de dépasser au moins qui tente de dépasser le maître. Voilà, donc souvent c'était ce que tu le fais parce que c'est grâce à moi. Tu le fais parce que c'est grâce à moi, etc. Tu devais être un peu redevable. J'étais aussi un petit peu enfermé dans ce type de management à l'époque, qui était ce qu'il était. Un peu écrasant, quoi. Mais que je regrette pas du tout, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend certaines choses. Je dirais. Et qui est formateur. Donc effectivement, le fait de baigner là-dedans, je me suis mis dans les concours. Alors comment on passe, elle présente des collections Oui, au coiffeur. Donc on organise. Alors elle venait à Paris chercher les collections printemps, été, automne, hiver. Ensuite, donc quand on était en région, donc on allait soit dans une chambre de métier ou dans des salles. Et donc il y avait une retransmission de la ligne. Donc c'est-à-dire qu'elle expliquait telle coupe, telle technique, etc. Ils étaient plusieurs coiffeurs à faire ça dans la région. Et comment tu passes de ça à des concours? Alors en fait, moi j'étais plus dans l'observation de l'accompagnement, mais ça m'a donné, voilà, j'avais envie de faire des concours parce qu'en fait, le travail du salon c'était bien, mais j'avais envie de faire des choses plus artistiques. Alors est-ce que c'est le meilleur ouvrier de France? Alors c'est le papa en fait. Est-ce que c'est lui qui a donné envie de participer à des concours? Comment on découvre les concours? Non, pas que, parce qu'en fait, la première année, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'étais en école de coiffure, le prof de coiffure que j'avais était entraîneur dans les concours. Ah, non, parce que moi, j'essaye de savoir. Il y a forcément, on n'y va pas comme ça. Il était entraîneur dans les concours. Il y a un chemin, oui, et j'ai rencontré des personnes qui entraînaient des coiffeurs dans les concours, et je me suis dit, ok, moi, je suis jeune coiffeur, mais je veux aussi faire des concours. Donc on m'a dit, si tu veux faire des concours, ok, mais il va falloir que tu sois prêt à t'investir beaucoup. Parce que les concours, c'est beaucoup d'investissement personnel et en temps. C'est comme un sport. En dehors des heures de travail. Tout à fait. Okay. Donc au début, quand je faisais mes concours, c'était plutôt 2-3 heures par soir. Mais qu'est-ce que c'est comme concours qu'on comprenne bien? Moi, je faisais concours dans tout ce qui était coiffure de mariée. Coiffure de mariée. Voilà, j'étais vraiment dans attache, le concours chignon, attache, voilà, les volumes, cheveux longs, quoi. La création, du cheveu. Tout ce qui était concours coiffure de mariée. J'étais vraiment là-dedans. Et du coup, pour arriver à faire des bons placements de mèches, il faut le faire une fois, il faut redéfaire, il faut refaire, il faut défaire, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience. Mesdames, quand vous demandez des petits chignons simples, sachez qu'encore une fois, c'est des heures et des heures et des heures pour la petite mèche qui est placée là. Ouais, comme tu l'as dit, en fait, il n'y a rien de simple, parce qu'en fait, une mèche placée, on ne peut pas la placer de la même façon sur tout le monde, parce que tout le monde est différent, tous les visages sont différents, tous les cheveux sont différents, donc il faut comprendre la matière, il faut appréhender cette matière, il faut la maîtriser, c'est ce qui permet après de faire des coiffures. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, ce travail de matière, ce toucher de matière. Quand tu fais des concours, au-delà de faire des créations, il faut apprendre à travailler la matière, puis à travailler sous pression aussi, parce que oui, bien sûr. L'air de rien, les concours, l'air de rien, non. Effectivement, c'est des timings tout le temps. Hein, les timings, tout le temps des timings. Et voilà, donc cette matière, quand tu la connais, quand tu la travailles, elle te procure des sensations de plaisir quand tu es passionné et qui te poussent à faire des créations. Donc voilà pourquoi les concours ont été importants pour moi. Donc t'as fait beaucoup d'années en fait, j'ai concours vraiment en mode intensif pendant 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ok. 2 ans, et c'est aussi une expérience qui était riche. Alors, humainement aussi, sûrement. Humainement, oui, parce que humainement, professionnellement. Là, on parle d'équipe de France, on parle de choses comme ça. On est où? Alors oui, effectivement, juste un petit peu avant, j'ai côtoyé des gens de l'équipe de France. J'ai été repéré dans les concours. On m'a demandé à un moment donné de rentrer en équipe de France. D'accord. C'est un choix que je n'ai pas fait. D'accord. Dans le côté positif, pourquoi? Parce que quand on m'a demandé ça, j'étais parti donc de ce salon où j'ai fait mon apprentissage, et à ce moment-là, j'avais un job de responsable de salon où je gérais 8 collaborateurs. D'accord.
Et j'étais responsable complet du salon de tout ce qui se passait dedans. Et je m'entraînais 3 fois par semaine en plus pour les concours à un moment donné. Ah voilà, vache. Et donc quand tu travailles du lundi là, on est au à samedi, 80 heures. Oh, bas mot. oh, je me suis jamais amusé à compter les heures. En fait, voilà, aucun ne compte leurs heures. Tu comptes pas les heures. Quand tu fais ça, tu comptes pas les heures. Du lundi au samedi, tu travailles au salon, hein, des grosses journées, 9h, 19h, voire des fois un peu plus. Et puis quand tu es manager, tu as tout ce qui va avec à côté. Hein. Et puis les concours, 2 à 3 fois par semaine à un moment donné, pendant 2-3 heures, pour vraiment donc tu dis non à cette proposition d'entrer Non, je dis non à un moment donné. Pourquoi? Parce que je sentais que tout le travail du salon, des responsabilités que j'avais, des concours que je faisais, des entraînements que je faisais, en fait, ça m'impliquait de rentrer en équipe de France et d'être tous les dimanches à Paris. D'accord. Et ça veut dire que tu travailles du lundi au dimanche tout le temps. Tout le temps. Et même si tu es jeune, que tu as la santé, etc., à un moment donné, il faut aussi faire la part des choses. Et le dimanche, pour moi, était consacré au sport. D'accord. Pour aller chercher... moi, je vous le dis, ils sont dingues, ces coiffeurs. C'est qu'en plus de tout le travail qui est déjà hyper physique, en plus, généralement, les coiffeurs sont assez motivés pour... en plus se rajouter une autre activité pour se défouler, pour pouvoir créer encore. Enfin, c'est souvent comme ça. Et le football était un bon ami pour moi, dans le sens où c'était un moment... Un autre volume, ouais. Un ballon. Un volume, un ballon. Comme une tête un peu. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire. Donc, alors en fait, du coup, comment... Alors, ça, tu laisses passer cette occasion, mais en étant bien... au courant, enfin en étant d'accord avec toi, oui. Que c'est pas là que tu voulais aller, que c'était une somme de travail trop monumentale. Oui. Et du coup, tu restes dans le salon ou comment ça se passe? Alors je reste dans le salon et je décide d'arrêter les concours quelque temps. D'accord. Par rapport à certaines choses. Et donc dans ce salon où j'étais manager, en fait, j'avais beaucoup de choses à créer, à mettre en place, à prouver sur les choses que je m'étais engagé. T'as quel âge à ce moment-là là? À cette époque-là, j'ai 24 ans, 25 ans. Ah ouais, c'est encore ultra jeune. 25 ans, oui. Ouais, c'est ultra jeune. Ouais. Ça faisait énormément de responsabilités. Hein. Oui, mais c'est des choses que j'ai voulu. Ouais, mais très tôt. Tu vois, c'est super tôt. Quoi. Moi, je comprends que t'es laissé... Enfin, que t'aies pas pris l'option, parce qu'il y avait d'autres options sûrement derrière... Oui, mais c'est-à-dire que quand je suis resté dans le même salon pendant 6-7 ans pour passer mes examens, et après quand j'ai voulu changer, j'ai voulu prendre un job où j'étais responsable d'un salon. D'accord. Mais vraiment responsable de tout. De A à Z. De A à Z, okay. Des gens qui étaient dedans, des produits avec lesquels on travaillait. Voilà, j'avais un objectif chiffre d'affaires par mois et je voulais montrer que j'étais capable de mettre en place des actions pour délivrer l'objectif. Ok. Et donc tu as réussi? Oui, oui, j'ai réussi. J'ai réussi à faire cela pendant 3 ans. Et puis après, le chemin a pris une route un peu différente. Alors, comment ou quel chemin? Qu'est-ce qui se passe pour Manu à ce moment-là? Écoute, dans ce salon-là, j'étais responsable à un moment donné. Donc, on travaillait avec d'autres produits que la maison Vela. Et en fait, je me suis aperçu que moi, en tant que jeune manager, on pouvait faire d'autres choses dans ce salon-là. On pouvait développer autre chose. Et l'idée, c'était de dire, je travaille avec une nouvelle marque de produits, parce qu'on était 8 au salon, et au moins on part tous les 8 en formation ensemble. D'accord. Et pour moi, c'était aussi un rôle de coaching, d'accompagner l'équipe. Tu as arrêté une marque, oui. C'est ça, pour en mettre une nouvelle. Et du coup, ça t'a donné le défi de faire de la cohésion dans l'équipe. Tout à fait. Plus de cohésion, et puis aussi le côté échange, partage, training, et de me remettre au même niveau qu'une technicienne qui avait 40 ou 45 ans, donc une bonne vingtaine d'années de métier technique. Ok. Moi, en étant dans l'artistique. Donc vous allez tous en formation? Les apprentis, les artistiques, les techniques. C'est un peu comme une équipe de foot, hein. Je sais pas combien ils sont, mais bon. On était 8 au salon, on aurait pu faire une équipe petite de sport. Quoi. Voilà. Mais avec une tête, tu sais, une tête malléable. Allez hop, on va tous à Paris. Non, du coup, les formations, c'est où? Ça se passe où? Quand on a décidé de mettre les produits Vela dans ce salon-là, on allait au studio de Lyon, formation, studio Vela de Lyon.
C'est assez drôle d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, moi j'ai été en tant que client dans ce studio. Ouais. Et aujourd'hui, quelques années après, j'en ai été manager et aujourd'hui, c'est une de mes collaboratrices qui gère en direct cette maison-là. Donc, voilà. Tu as un œil bienveillant sur Lyon? Oui, sur Lyon, non, pas forcément que sur Lyon, ouais. C'est sur l'ensemble. Mais voilà. Et du coup, ça a été une aventure qui a été riche, donc de mettre les produits Vela dans ce salon-là, et ça marchait très très bien. Donc en fait, de décider une rupture pour créer une nouveauté, ça t'a emmené là où tu es aujourd'hui? Quelque part, oui. Alors oui. Quel chemin on emprunte, quel caillou on suit, comment ça se passe? Je ne sais pas si c'est l'image du caillou est une image qui correspond, mais c'est peut-être une image qui correspond bien. Hein, c'est une image qui correspond bien. En fait, déjà, pourquoi j'avais voulu changer de produit dans ce salon-là, parce que ça c'est important, j'avais adoré une formation que j'avais eue au CFA, où on avait eu une intervention d'une technicienne Vela. Et ce jour-là, qui nous avait expliqué les produits, qui nous avait démontré, on avait fait des résultats. Et j'avais trouvé cette personne waouh sur le plan professionnel. Elle avait un charisme, elle était très charismatique, très professionnelle. J'avais adoré ce métier-là, cette journée-là, et j'avais eu un déclic, tu vois, un déclic, et je me suis dit, c'est vraiment génial. Et j'avais jamais travaillé Vela auparavant. D'accord. Donc ça a été quand j'ai voulu mettre les produits Vela dans ce salon-là, un responsable me dit mais pourquoi vous voulez mettre ces produits-là? Parce que, je lui ai expliqué, mais parce que j'ai vécu cette journée-là et je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Ça a été accepté, Vela a fait son chemin dans ce salon-là, et à l'époque, j'avais un commercial qui venait au salon, pour parler des produits, présenter les nouveautés. Et puis bon, il voyait bien que j'étais dans le salon, mais en fait, moi je ne savais pas après comment quelle direction j'allais prendre professionnellement. Je savais que je voulais pas rester dans la région de Valence, je savais que je voulais bouger, que je voulais faire d'autres choses, mais je savais pas encore trop quoi. Et en fait, ça a été un guide pour moi. Ton commercial a été un guide? Oui, parce que en fait, quand il venait au bout de quelques mois, il me disait, mais on discutait, il savait que je faisais des concours, il savait que j'étais au salon, que j'étais hyper actif. Il connaissait, il te voyait travailler. Et puis bon, voilà. Lui, il avait plus de 20 ans d'expérience dans ce métier-là, et quand tu pousses tous les jours à la porte de salon de coiffure et que tu vois différents profils, tu sais, quand je pense qu'il a capté certaines choses que moi, je ne captais pas forcément à l'époque. Et puis, quand il venait, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire, etc. Je dis, je suis au salon, je travaille, je fais mes concours. Il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ça a duré plusieurs mois. Et un jour, je me rappelle toujours, j'étais au salon, on passait la commande, et il me regarde dans les yeux et il me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Et là, un deuxième déclic m'est venu. Je me suis dit, cette personne vient depuis plusieurs mois dans le salon, plusieurs fois, et s'intéresse à ce que je fais. Il me demande qu'est-ce que je fais dans le salon. Et ça m'a donné une prise de conscience, en fait, de recul à l'époque, et me dire, mais finalement, est-ce que tu ferais pas autre chose? Pourquoi il me pose cette question tout le temps? Et effectivement, quand il est revenu la fois d'après, je lui ai dit, mais ok, tu me dis ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et moi, comme j'allais en formation au studio de Lyon, je disais, j'aimerais bien être responsable d'un centre de formation, parce que je trouve que c'est... Carrément, toi. Toi, tu passes pas par formateur, non. En fait, non, j'avais pas vu cette casquette-là à l'époque. Je m'étais dit, un job de responsable de studio, ça m'aurait bien plu. Et en fait, il me dit, écoute, il faut envoyer un CV, tu fais un CV, tu l'envoies, et puis après, tu verras. Hein. Moi, je fais juste, je transmets, etc. Et quitte à faire un CV, je l'ai envoyé aussi dans une autre maison, mais pas de produit, parce que mon cœur était dans la maison Vela, et je voulais pas... En termes de produits, ton cœur était pris, oui, mais tu as postulé ailleurs? Il y avait quelqu'un, une autre marque cherchée ailleurs? Alors, j'ai postulé ailleurs dans un autre univers de poste qui était au départ plus le mien, parce que c'était l'artistique, pour être formateur artistique au sein du groupe, à l'époque Gérard Clément, qui est aujourd'hui groupe Provalliance, pour pouvoir être formateur artistique. Quoi qu'il arrive, et en fait, j'ai postulé en même temps sur les deux postes, et j'ai passé les tests quasiment en même temps. Et du coup, j'ai été pris dans les deux postes et il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix, et ce choix, en fait, il n'a pas été pour moi difficile à faire. Tu t'es rappelé de la dame qui avait bien parlé au CFA? Non, à cette époque-là, je me rappelais plus de ça, parce que j'étais chez Vela, mais en fait, j'avais plus
une projection. Je me suis dit, si je prends ce poste-là, qu'est-ce que je fais avec ce poste-là et qu'est-ce que dans la société je vais pouvoir faire derrière. D'accord. En fait, si tu Donc veux... tu analyses énormément oui, quand même. Oui. Hein? Et... L'observation, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Et en fait, si tu veux, quand je fais une action, si elle est faite, c'est que déjà il y a une vision qui est déjà plus loin. Ok, d'accord. Bah, j'ai toujours été un peu comme ça, et même dans les concours, c'est super important d'avoir cette vision, parce que tu veux réaliser une coiffure complètement finie. Tu projettes ce que tu veux faire. Mais après, il faut que tu décryptes toutes les étapes intermédiaires qui vont te permettre de dire, pour arriver à ça, qu'est-ce que, il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en 2, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en 3. Stratégie de vie un peu. Hein. Oui, il faut construire. C'est pas mal. Il faut construire. Tu as des gens qui construisent rien, qui oui, vont comme ça au gré du vent, et ouais. Toi, on peut dire que tu as réfléchi. Je suis à la base quelqu'un, je crois, de terrien, qui a bien les 2 pieds sur terre et qui a besoin de savoir où il est, de se donner une projection avant de faire. Et donc, est-ce que tu te voyais faire plus... en fait, parce que déjà, d'avoir le poste, ça devait être quand même... Oui. Alors, quand il y avait ce poste de formateur artistique, donc j'avais un peu regardé ce qu'on pourrait faire après. Et puis ce poste de formateur chez Vela. Alors effectivement, quand j'ai postulé en tant que chef de studio chez Vela, j'avais passé mes tests, on m'a dit on vous prend, mais on vous prend en tant que formateur. Oui, parce que du coup... Voilà. Et donc je me suis trouvé avec 2 postes de formateur. Et pourquoi j'ai choisi Vela? Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est... d'apprendre encore d'autres choses différentes, de sortir un peu du milieu qui était artistique, où j'étais vraiment pendant plusieurs années, et moins dans le côté technique des produits, de moins connaître ce côté transformation, création, avec tout cet univers de couleurs qu'on peut faire. Et j'ai fait le choix de partir dans la société Vela. Parce que Vela, du coup, c'est de la couleur, voilà. de la couleur. Hein. Et j'avais une optique, je me disais, je veux être chef de studio. D'accord. Je vais être responsable de chambre de formation. Donc ça, c'est dans ta stratégie, voilà. Et je me suis dit, voilà, je rentre chez Vela. Et je suis rentré chez Vela le 23 juillet 2001, en ayant fermé la porte du salon le 21 juillet 2001. Voilà. Super. Donc, je fermais le samedi soir. Et donc là, tu étais à Lyon? Non, quand je suis rentré chez Vela, alors le salon où je bossais pendant les 2 ans, c'était sur Valence. Et quand je quittais le salon, je suis arrivé à Paris en formation. D'accord. Donc maintenant, tu es ici, tu es à Paris tout le temps? À Paris tout le temps maintenant, non, pas forcément. Enfin, tu bouges, mais tu habites à Paris? Non, j'habite pas à Paris. Ah, d'accord. Non, j'habite dans le sud de la France. Oh là là, sacré. Oui, parce qu'en fait, mon chemin de vie chez Vela, j'ai eu plusieurs postes. D'accord. Donc, je suis parti de Valence pour être formateur sur... Alors au départ, quand je suis rentré chez Vela, pour tout te dire, je devais être formateur au studio de la région Bourgogne-Franche-Comté, rattaché au studio de Lyon. D'accord. Et dans mon cursus de formation, on m'a convoqué, on m'a dit, finalement, il y a un changement, vous allez être formateur dans la région nord de France. Et vous serez rattaché au studio de Paris. Ah. Donc, j'ai dit OK. Donc, après mes 2 mois de formation chez Vela à Paris, je suis parti de Valence, j'ai tout laissé, voiture, appartement. Ce que je disais, c'est qu'il faut quand même être super flexible dans tout ce que tu as fait. Oui. Parce que quelque part, faut être capable de bouger. Ça m'étonne donc pas que tu continues de bouger aujourd'hui. Parce que moi, je te vois à l'étranger souvent, t'occuper des shows de coiffure. Et d'ailleurs, on en parlait, c'est que tu es toujours confronté à des tracas de dernière minute, à des organisations comme ça, tac, à brûle-pourpoint, on est à 8000 km, il n'y a pas de câble pour brancher le... Enfin, tu es parfois aussi... autant tu es stratège dans ta façon de mener ta vie, autant tu la mets souvent comme ça en danger avec les événements auxquels, que tu organises, auxquels tu participes. Tu es tout le temps sur le fil, comme les concours que tu as fait. En fait, c'est sur le fil. Donc, tu as un côté comme ça, assez droit. Tu sais où tu vas. Et à la fois, tu es capable de te mettre en danger par les postes que tu acceptes. Donc, moi, je trouve une flexibilité assez remarquable depuis le départ. Oui. Et donc, mais ça s'apprend et j'ai envie de dire que ça se cultive. Alors après, ça dépend des tempéraments. Mais moi, quand je suis arrivé à Paris chez Vela,
j'étais seul. Je suis arrivé avec ma valise, je connaissais personne à Paris. Donc déjà, grande flexibilité. Il faut accepter de venir seul dans un endroit. Oui, mais c'était un challenge de vie personnelle aussi. Je connaissais pas Paris, j'ai vécu 3 ans dans cette région, j'ai rencontré des gens. Mais tu avais envie de monter voir ce qui se passait J'avais envie, en fait, oui, je suis curieux, donc j'avais envie curieux. de découvrir. Et puis effectivement, quand tu fais ce job de formateur après, il n'y a rien de... Même si tu prépares, même si tout est prêt, tu as toujours les imprévus. Tu prends la voiture, tu dois faire des déplacements, tu vis avec le temps, l'hiver, l'été, etc. Bref, tu vas dans des rendez-vous, c'est prévu. Les coiffeurs sont aussi assez imprévisibles, c'est-à-dire que tu vis avec des gens un peu... Et puis tu t'adaptes, parce que le rôle de formateur, c'est s'adapter. C'est s'adapter. Le rôle de coiffeur, c'est de s'adapter à sa consommatrice. Oui, en fait, c'est ça, tu as une grande adaptabilité. En fait, c'est ça. Le coiffeur doit s'adapter à sa consommatrice, mais quand on est formateur, on doit aussi s'adapter au coiffeur. C'est ça. Parce que quand tu fais de la formation, que tu veux passer un message, quel qu'il soit, avant de passer ton message, il faut que tu comprennes qui est en face de toi. C'est ça. Quel est le niveau de la personne qui est en face de toi? À qui tu t'adresses, voilà. Le mode de mémorisation, de compréhension de la personne que tu as. Tout à fait. Tu vas avoir dans un salon un patron de salon, tu vas avoir une collaboratrice, une technicienne, tu vas avoir un apprenti, mais le message que tu veux passer par rapport à un produit, tu vas pas le passer de la même façon. Que tu t'adresses à quelqu'un de 16 ans, au responsable, ou tu dois t'adresser différemment à chacun, voilà. C'est ça. Donc tu dois trouver tous les liens qui vont te permettre de faire comprendre à la personne qui est en face de toi ton produit. Okay. Ça, c'est quelque chose qui était juste génial. Et du coup, toi, tu l'as gardé pour quand tu voyages? Parce que moi, c'est ça aussi que je veux transmettre, c'est que tu as une grande notion de voyage. Et moi, je t'ai toujours vu, alors soit sur un bateau magnifique, sur lequel j'ai fait un très beau voyage, soit aux Seychelles, soit là récemment au Mexique. Et tu es toujours à gérer des choses de dernière minute dont on ne parle pas. Parce que c'est dans l'ombre, c'est ça que j'appelle dans l'ombre. C'est que toi, tu as appris à gérer ça. J'ai appris à gérer ça. Maître, quand même. Enfin, on ne le voit pas, nous. Nous, en tant que spectateurs, on ne voit rien. On ne sait pas s'il manquait du tissu pour la robe. On ne sait pas si la musique, elle était calée. On ne sait pas si la vidéo, elle est partie. Mais ça fait aussi partie de tes fonctions aujourd'hui. Oui, mais tout ça, ça a été aussi un apprentissage. Et d'ailleurs, la carrière que j'ai fait chez Vela, et au début, dans les postes que j'avais chez Vela, je me suis trouvé dans des situations aussi hyper inconfortables avec déjà ce type de choses. Et après, tu as 2 solutions. C'est, tu as un problème, est-ce que tu solution ou pas hashtag ou hashtag, je laisse et puis voilà. Il se passe rien, voilà. Et j'ai plein d'exemples dans ce que j'ai vécu en tant que formateur, en tant que responsable de studio, d'équipe, de me retrouver dans plein de situations comme ça. Et effectivement... Parce que nous, on te voit toujours un peu posé, donc on n'imagine pas du tout le semi-remorque que tu as derrière. Parce que ça, c'est une gestion du stress, de ce que tu veux. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais senti chez toi. C'est le stress de la situation. Et tu disais justement que finalement, tu sais toujours que tu vas trouver une solution. En tous les cas, tu es obligé d'en trouver une. Donc, parce que on part quand même d'un enfant de 6 ans qui regarde l'ambiance dans le salon de son coiffeur, à ensuite un adulte qui se retrouve comme ça, très loin dans le monde, avec des choses à mettre en place. Des paramètres. Il faut encore observer pour mettre en place la stratégie de la soirée. Et c'est quand même une vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Finalement, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui a envie de faire notre beau métier? Déjà, pour faire le métier de la coiffure, déjà pour être coiffeur, déjà... Ou pour lui donner envie. Tu vois, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le métier manque cruellement de jeunes qui ont envie de le faire. Et à contrario des émissions de cuisine, où maintenant tout le monde cuisine. Là, en venant ce soir, je regardais, il y avait une école, un feu, tout le monde cuisinait, tout le monde a envie d'être cuisinier. Et la coiffure, en fait, dans tout ça, c'est de la cuisine aussi. Mais... Alors, la coiffure, il y a plusieurs points importants. Pour faire de la coiffure, déjà, il faut aimer l'humain. Il faut aimer les gens. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est la base, tu dirais? Oui, on est tous timides, des fois en communication, etc. Quand on rentre, oui, moi aussi, au début, j'étais pas forcément à l'aise. On est tous timides au début. De parler devant des consommatrices, etc. Puis après, la vie fait que tu grandis, que tu évolues. Mais oui, il faut aimer les gens. Et puis, il faut surtout... la coiffure, être passionné et toujours être curieux, à la recherche aussi, et surtout de comprendre pourquoi les choses se font comme ça. Ouais,
Et pas Donc autrement. la curiosité, Oui, découvrir la technique des choses, ne pas hésiter à se former aussi, Oui, à la forme. avoir envie de découvrir, Bien sûr, de aller se former au-delà en de ça. permanence. Est-ce que tu dirais que c'est une vie de formation? Mais oui, la formation, si tu te formes pas, tu restes sur tes acquis. Ok, Et si tu restes sur tes acquis, bah, tu n'évolues pas. d'accord. Donc la formation, elle est juste indispensable dans un C'est juste métier. indispensable, on est C'est juste d'accord. indispensable. Donc en tous les cas, je ne sais pas si tu es au courant de la refonte de la formation Oui, bien sûr. avec France Compétences et Bien tout sûr. ça. C'est un sujet que j'étudie. Ouais. Et j'espère que ça va aider en tous les cas notre Ouais. métier, mais je l'espère vraiment parce que c'est un peu un gros mammouth Mhm. qu'on essaye de... Oui, qui va bouger, qui va Il bouger. y a beaucoup de choses qui vont changer à travers l'univers de la formation, à travers les différentes réformes qui arrivent. Je suis bien placé pour le savoir parce que C'est un peu une nébuleuse pour plein de je gens. travaille Hein. avec des personnes au niveau donc de certains organismes et Oui. syndicats de la coiffure. Donc voilà, pour décrypter un petit Les peu tout ça. OPCA, qui vont devenir Oui, OPCON, pour tout ça. mettre un petit peu tout ça en place, mais les choses vont se faire. Ok. En tous les cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours de vie? Non, je ne changerai rien. Tu changerais rien. Non. Et donc, est-ce que tu as des projets encore? Est-ce qu'on Ouais. peut te retrouver dans des endroits? Les projets, oui, j'en ai. Est-ce qu'il y a Il y des en a. choses dicibles ou c'est top secret? Qu'est-ce qu'on peut espérer Des pour projets, il y en aura Manu? toujours. Des projets, il y en aura toujours parce que moi, je suis un garçon. Alors, on a depuis bien mon compris. début, Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est que quoi qu'il arrive, tu vas ouvrir la prochaine oui, porte. Oui. Être curieux. Et surtout, il y a des moments, il y a des phases dans la vie où on fait des choses. On est prêt pour faire les choses. Et des fois, on n'est pas forcément prêt. Et bah, plus tu évolues, plus tu travailles, plus tu te retrouves dans diverses situations d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je fais ce job-là. J'adore mon job. Maintenant, effectivement, bah, quand tu voyages, tu découvres aussi d'autres choses. Tu découvres d'autres cultures. Il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, on était au Mexique. Et, Génial, le Mexique, c'est dur là. je me donne, je ne vais pas tout te dire, mais je me donne déjà un challenge personnel, c'est-à-dire que j'apprends l'espagnol. Donc ça fait une semaine que je me suis mis à l'espagnol. Waouh! Donc voilà, sur mon iPad, je me suis pris un abonnement et je vais, voilà. Mon objectif, c'est de faire continuer à faire mon job là. Mais peut-être en espagnol? Et d'apprendre l'espagnol. Et puis bah, après, effectivement... Oh, toi, t'as aimé le Mexique, toi. Disons que, comme je te dis, à un moment donné, tu as des fois des situations, tu as un moment, des choses qui font que tu sais pas pourquoi. Il y a peut-être un autre caillou? Il y a des choses qui s'ouvrent où tu te dis pourquoi pas. J'étais peut-être pas pensé. prêt ou j'étais peut-être pas prêt. Et puis toi, a priori, J'ai pas c'est pensé. que des choses comme ça. Et voilà, Ah. c'est que des choses qui sont aussi réfléchies. Ok. Donc, En tous je les cas, te dirais pas tout, mais en tout cas, voilà. À suivre alors, on peut dire. Oui, à suivre. En tous les cas, Et l'opportunité, ce qui est génial, c'est que dans une compagnie comme je suis aujourd'hui, elle est ça mondiale. fait 19 ans, Enfin, ça fait c'est 19 ans, international. beaucoup de gens m'ont ouvert la porte, mais beaucoup de gens m'ont fait confiance aussi. Aussi. Beaucoup de gens me connaissent dans cette entreprise, parce que ça fait quand même 19 ans que j'y suis. Mhm. Donc je suis quand même un pur bébé Vela, quelque Oui. part. Et voilà, donc après, on va laisser un petit peu de temps, se préparer pour faire certaines choses, et puis bah, après, on va essayer de bousculer un petit peu certaines choses, parce qu'il ne faut pas génial. rester dans sa zone de confort. Eh ben, les cheveux dans les yeux sera toujours là pour t'entendre à nouveau. Eh ben, écoute, Et en avec tous les plaisir. cas, je te remercie encore pour le temps que tu m'as accordé ce soir. On ne regarde pas l'heure, on ne regarde jamais l'heure. Nous sommes coiffeurs. En tout cas, Et merci. donc, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À Merci bientôt, toi. Manu. À bientôt.